Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous EFI Pro News Live avec Bâti Actu, le rendez-vous de l'information sur la rénovation énergétique. Merci d'être aussi nombreux. Je suis Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu et je suis très honorée d'avoir à mes côtés aujourd'hui Monsieur Alain Mogard, président Bonjour. de Calibat. Bonjour monsieur. Et Monsieur Frédéric Hutzmann, président de EFI. Aujourd'hui, nous allons vous parler de RGE, reconnu garant de l'environnement et de ses évolutions. Avec ce rendez-vous, vous le savez, nous souhaitons vous offrir un moment pour faire le point sur l'actualité de ce marché incontournable qu'est la rénovation énergétique avec l'aide de nos experts pour en comprendre les enjeux et pour vous accompagner et générer de l'activité pour votre entreprise. Mise en place en 2014, la qualification reconnu garant de l'environnement, RGE, donc, évolue en 2021. C'est une information importante pour vous, professionnels de la rénovation énergétique, car de son obtention peut dépendre le bénéfice d'aide à la réalisation de travaux. Vous l'avez pu le lire sur Bâti Actu, une nouvelle nomenclature est notamment applicable depuis le 1er janvier et les contrôles sont renforcés. Parallèlement, une nouvelle qualification a vu le jour, une qualification chantier par chantier depuis décembre dernier qui permet également désormais à des artisans non RGE de faire profiter leurs clients d'aide publique. Alors à quoi sert la qualification RGE? Est-ce un passage obligé pour tous les professionnels de la rénovation afin d'obtenir des chantiers? À quoi sert cette nouvelle qualification chantier par chantier? Quel est son but? Quelles sont les nouveautés? Comment vont se passer les nouveaux contrôles? Quels sont l'impact de ces évolutions pour les professionnels? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Toutes ces questions qui font votre quotidien, nous allons les aborder tout au long de notre webinaire. Donc nous ferons le point sur l'actualité, les nouveautés, avec des cas concrets et bien sûr des points de vigilance seront également abordés. Les règles du jeu, vous le savez, vos micros sont coupés ainsi que vos caméras. Le chat est en revanche ouvert. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser encore des questions. Nous allons tout au long de ce webinaire répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez posées en amont. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à le faire. Et bien sûr, nous en reprendrons également en fin de session des questions que vous avez posées en amont. Mais ne vous inquiétez pas, toute question posée trouvera sa réponse également grâce au lien qui vous sera envoyé quand vous aurez le replay avec l'ensemble des documents. Mais commençons tout de suite par du concret. Revenons rapidement sur ce qu'est le RGE et sa genèse. Avec vous, Monsieur Mogard, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire justement d'où vient le RGE et pourquoi il a été mis en place? Écoutez, c'est assez simple. L'État a depuis maintenant une bonne dizaine d'années décidé de mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est essentiel pour la crise climatique. Et il a tenu un raisonnement qui me paraît tout à fait logique. Il faut que les travaux soient bien faits. Donc comment vérifier que les travaux sont bien faits? Ils doivent être faits par des entreprises de qualité. Voilà, c'est une idée simple. Il vaut mieux que la qualité des entreprises ne soit pas autoproclamée, mais qu'on vérifie la qualité des entreprises. C'est l'idée de la qualification. D'où la qualification RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc on encourage la rénovation énergétique et en même temps on embarque l'ensemble des professionnels sur de cette qualité. voie. De qualité, bien sûr, des professionnels de qualité. Alors, on va commencer par un petit ping-pong de petites questions concrètes sur le RGE. Et pour commencer, d'abord, forcément, à qui s'adresse le RGE? Tout le monde ne peut pas l'avoir. Bon, mais d'abord, le RGE, c'est des entreprises. Hein. Ce n'est pas les architectes, ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage, c'est les entreprises. Ensuite, tout le monde ne peut pas l'avoir. Ben oui, parce qu'il faut prouver qu'on est compétent dans son métier. Donc on a un métier, on va prouver qu'on a cette compétence et on va déposer un dossier auprès d'organismes qualificateurs. Il y en a 3. Il y a Calibat, je le cite en premier parce que c'est le plus gros, qui fait toute la gamme, sauf les électriciens. Il y a Quali-ENR, c'est toutes les ENR, et Qualifelec, qui est pour les électriciens. Voilà. Donc je crois qu'en 2020, on a presque 60 000 entreprises qui sont qualifiées RGE. Oui, je vous coupe là parce que c'est important. Je vous en prie. Alors, l'ordre de grandeur, c'est 60 000 entreprises RGE. Mais une entreprise RGE peut l'être pour plusieurs domaines à la fois. Donc, si vous êtes particulier et si vous tapez, on va y revenir sur le site FAIRE du ministère qui dit la liste officielle des entreprises RGE, vous prenez le domaine dans lequel vous faites les travaux, vous tapez, vous avez le nombre d'entreprises, et si vous prenez tous les domaines qui sont
Là, ça ne fait pas 60 000, ça fait 130 ou 140 000. Ah oui, c'est une parce que, non, mais c'est important, parce que le choix est plus que 60 000 entreprises. Et l'autre idée aussi, enfin l'autre information, c'est que ça représente à peu près 700 000 ouvriers, presque la moitié des forces de travail. On estime à 1,4 million l'ensemble des employés, enfin on compte les patrons aussi des entreprises artisanales et grandes entreprises de bâtiments, donc c'est la moitié. Donc c'est une offre importante. C'est une offre importante, mais alors après, la question qui intéresse aussi les entreprises qui nous écoutent, c'est comment est-ce qu'on devient RGE? Est-ce que c'est difficile? Quel processus? Comment ça se passe? Je vous appelle? Vous nous appelez, vous connaissez les 3 organismes qualificateurs, et bien à ce moment-là, selon vos domaines, vous adressez à l'organisme qualificateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va instruire un dossier, voilà, un dossier qui vous donne, si vous le réussissez, s'il est complet, s'il répond à tout ce qu'on demande, une qualification pour 4 ans. 4 ans. Je vois marqué 2 ans sur le slide. 2 ans, c'est dans le cas de figure des entreprises qui sont nouvelles et qui ont une qualification probatoire. Quand vous voulez monter votre entreprise, vous avez le droit, si vous avez des gens formés et si vous avez les outils pour faire la qualification, eh bien, on vous donne une qualification probatoire qui dure que 2 ans, c'est normal. On va vérifier que vous êtes au niveau. Voilà. Donc, la qualification, c'est 4 ans. Et justement, concrètement, donc, pour qu'une entreprise devienne RGE, ça se passe comment? Donc, je crois qu'il faut qu'elle ait au moins 3 chantiers de référence, c'est ça? Et développer. Donc, ça. Du coup, il faut un référent. Tout le monde doit passer par une formation. Comment ça se passe? Alors, d'abord, il faut que ce soit une entreprise qui soit en règle avec l'URSSAF, voilà. Son assurance, j'imagine. L'assurance, très important. L'assurance, on vérifie qu'elle est bien assurée pour les travaux qu'elle fait chez vous. C'est pas toujours évident. On a d'ailleurs le taux de sinistralité au passage. C'est important de savoir si elle a beaucoup de sinistres ou pas. Ensuite, on a surtout des informations aussi techniques. Elle doit nous donner une liste de références et on analyse 3 références. C'est-à-dire qu'on appelle les clients. Trois chantiers sont analysés par écrit. On nous donne des photos, on nous dit comment ça a été fait, etc. Et une commission se réunit, une commission qui rassemble moitié spécialistes d'entreprise, moitié maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études. Et c'est sur la base de cette analyse qu'on attribue ou pas la qualification. Mais il y a une formation à faire quand même. Alors, la formation, bien sûr, il faut des référents techniques, ça fait partie du dossier. Mais la nouveauté pour RGE, c'est qu'il faut au moins qu'un des référents techniques de l'entreprise ait suivi un stage FIBAT qui dure 3 jours à peu près, et qui est un stage qui consiste à comprendre au fond la physique, la thermique du bâtiment, pour que chaque corps d'État comprenne quelle est sa place dans la performance globale thermique du bâtiment. Ça, c'est important, parce que le bâtiment, c'est complexe, et il vaut mieux comprendre la physique du bâtiment. Donc au moins une personne de l'entreprise doit être ce référent. Oui, ce n'est pas toutes les personnes de l'entreprise qui doivent avoir suivi cette formation. Par établissement, parce que quand une entreprise a plusieurs établissements, il faut qu'il y ait effectivement dans chaque établissement une personne qui soit... Mais on exige en tant que qualification des référents techniques, même s'ils n'ont pas suivi tous FIBAT. D'accord. Et du coup, ce référent-là, il doit être systématiquement là à chaque travaux? Il n'est pas sur les chantiers, mais il doit les connaître tous. Et quand on va faire un audit, parce qu'il faut le dire tout de suite, après votre qualification, quand l'entreprise est qualifiée, dans les 24 mois, on va faire un audit fait par un auditeur qui est un vrai professionnel, un spécialiste du métier. Et à ce moment-là, il faut que le référent soit là. Alors, une question quand même importante. Au moment de l'audit. Bien sûr, donc une question importante, le coût, parce que voilà, les professionnels disent ah, c'est sympa, mais les qualifications, ça me coûte cher. Bon, alors ça coûte cher, donc je vais donner le prix pour une entreprise de 1 à 5 salariés, qui est, c'est pour ces entreprises-là qu'on dit que c'est cher. Il y a le coût du dossier, du dépôt du dossier, l'analyse du dossier. Il y a le coût parce qu'on vérifie chaque année que l'entreprise est en règle, si je puis dire, avec l'assurance, avec les règles du jeu général, la caisse de congés payés du BTP, etc. Et il y a aussi le coût de l'audit. Et ça fait en moyenne 210 € répartis sur 4 ans. Voilà. Donc, 210 € par an. C'est ça. Alors, je fais la multiplication, ça fait 800... moi, je ne l'accompagne pas sur les maths, je suis nulle. Ça fait 840.
Et 840. Donc c'est 210 € par an pour une entreprise de 1 à 5 salariés. Voilà. Sur 4 ans. Voilà. Donc pendant 4 ans. Et pour celle qui est de 5 à 10, ça fait pas beaucoup plus, c'est 250 ou 260. Alors on a une question justement, ça prend combien de temps finalement en gros pour obtenir cette qualification? Est-ce que c'est long? Il y a beaucoup de paperasse à rentrer ou est-ce qu'on peut faire des choses parce que là les paperasses, vous savez, les professionnels du bâtiment, ils aiment pas ça. Oui, alors écoutez, paperasse ou pas, à chaque fois qu'on a voulu regarder si on pouvait supprimer des demandes, ben, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que toutes les pièces ont un sens, je le dis tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas simplifier l'accès à ces informations. On parle de dématérialisation on est à fond, vous avez la possibilité par l'extranet de Calibat, mais c'est vrai des deux organismes qualificateurs aussi, de pouvoir tout faire en numérique, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, au passage, les tarifs sont un peu moins chers que ce que j'ai dit lorsqu'on passe en numérique. Bon, oui, c'est moins cher le numérique, et donc il faut que je le dise, quoi. Voilà, donc... très bien. Alors peut-être une dernière, deux petites questions encore qui nous restent, qu'on nous a posées aussi en amont de ce webinaire. Donc je ne suis pas RGE, mais bon, j'ai la possibilité d'avoir de ces travaux-là. Est-ce que je peux avoir recours à la sous-traitance? Bon, alors attendez, du calme là-dessus. Alors, si vous n'êtes pas entreprise RGE, vous ne pouvez pas faire bénéficier vos clients des aides. Par contre, si vous pouvez demander à une autre entreprise RGE de faire les travaux à votre place. Vous pouvez sous-traiter à une autre entreprise RGE. Mais ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quand vous êtes entreprise RGE, on vérifie que vous n'êtes pas une fausse entreprise qui ferait que sous-traiter. Donc on donne un maximum de sous-traitance de 30%. D'accord. Bon, dans certains endroits, dans certaines conditions, ça peut monter à 50%, mais la règle, c'est il n'y a pas plus de 30% de sous-traitance. Donc c'est une vraie entreprise. Ce n'est pas une entreprise bidon. Très bien. Alors une dernière question, mais très rapide également. La différence entre qualification RGE et certification. J'ai compris qu'il y a la qualification, c'est pour l'entreprise, et la certification, c'est l'offre globale, c'est ça? Ah, là vous posez une question déjà un peu plus compliquée. Alors, on va voir. D'abord, le gros RGE, c'est une qualification. Voilà. Alors, pour l'offre globale, il y a deux systèmes. Ou bien vous êtes une entreprise de bâtiment qui fait les travaux, mais pas tous les travaux, mais vous pouvez sous-traiter à d'autres entreprises RGE la totalité des travaux, et vous avez une qualification d'offre globale. Voilà. Et puis il y a un autre système, qui est un système où il y a une sorte de délégataire, signataire des travaux, qui ne fait pas les travaux, enfin qui sous-traite les travaux, Et dans ce cas-là, vous pouvez être, en montrant comment vous y procédez, etc., vous avez une certification qui s'appelle aussi offre globale. Alors dans le futur, les pouvoirs publics vont essayer de simplifier, mais grosso modo, il y a les deux moyens d'y arriver. Soit vous êtes une sorte de signataire qui signe pour toutes les autres entreprises, mais vous n'êtes pas entreprise, soit vous êtes vous-même entreprise. À ce moment-là, on pourrait parler d'une entreprise générale de rénovation énergétique. Merci beaucoup. Alors voilà, l'idée c'était de poser un peu notre sujet. On reviendra bien sûr très rapidement sur les nouveautés dans quelques minutes, mais je voulais m'adresser d'abord à Monsieur Huitman. EFI, je crois que vous avez 12 ans maintenant d'existence. Votre métier, c'est de mettre en relation des particuliers en phase de travaux avec des professionnels. Du coup, vous avez vu la mise en place de cette nouvelle qualification. Donc, comment est-ce que c'est perçu par les professionnels? Comment c'est perçu par les particuliers? Par les professionnels, d'abord, peut-être présentez-nous quand même un petit peu EFI. Alors, merci. Alors, effectivement, EFI a 12 ans d'histoire. On a fait beaucoup de choses au cours de ces 12 années. Et si je devais expliquer ce que fait aujourd'hui EFI, notre métier, en fait, c'est d'identifier, notamment sur Internet, des gens qui se posent des questions, qui réfléchissent à un projet de rénovation énergétique. Ces gens, il y a beaucoup de curieux sur Internet, on le sait bien. Et donc, une partie de notre travail, en fait, c'est de les renseigner de manière à les orienter dans leur parcours de rénovation et de sélectionner les gens qui sont effectivement vraiment sérieusement renseignés et qui ont envie de passer à l'acte, et puis ceux qui sont juste en phase très amont de réflexion. Et ces gens qui ont envie ensuite de s'engager dans un parcours de rénovation, notre métier, c'est de les amener jusqu'au bout de leur parcours de rénovation le plus facilement possible, et avec des professionnels du bâtiment dans les territoires, des entreprises locales qui sont nos partenaires,
plus de 2000 partenaires aujourd'hui en France. Et EFI, c'est 250 personnes à Paris. Et nos partenaires sont évidemment dans les territoires. C'est eux qui réalisent les travaux. Nous ne réalisons pas de travaux. Mais notre métier, ensemble, avec ces partenaires, c'est d'amener le particulier jusqu'au bout et de ne pas le perdre, entre guillemets, en cours de route. Et c'est notre enjeu collectif, parce que la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui est compliqué pour les particuliers. On y reviendra sûrement. Et donc, il y en a beaucoup qui, finalement, s'arrêtent en cours de route pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et malheureusement, souvent des mauvaises. Et en travaillant avec les professionnels, on essaye de les amener jusqu'au bout. Et justement, donc, vous les accompagnez, ces professionnels, aussi dans toutes les évolutions de réglementation, etc., certification, pour les tirer vers le haut, les former. Et quelle image vous avez du RGE, justement? Alors, effectivement, on a vu la naissance du RGE qui s'appelait reconnu Grenelle de l'environnement. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le Grenelle. C'était un RGE, un autre RGE. Mais, et dès le début, on a trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans cette idée de donner un signe de qualité, quelque chose qui soit lisible par des particuliers, de manière à essayer de trier le bon grain de livret. On a mis en place d'ailleurs à l'époque, dès 2014, un compte épargne RGE, donc entre guillemets, on venait créditer un peu d'argent au fur et à mesure du temps, de manière à inciter les entreprises et financer notamment les frais de qualification. On avait monté tout un programme de manière à aider les entreprises à acquérir quelque part leur première qualification RGE. Et on pense que c'est un élément important de manière à rassurer les particuliers et à permettre de faire une différence entre les bons et les moins bons professionnels. Et du coup, ils avaient quand même, ils se sont appropriés facilement, ou est-ce que ça restait compliqué pour eux, peut-être? Alors ça a mis du temps, c'est une bonne question. Alors, pour vous donner quelques chiffres, mais c'est vrai qu'on a sur l'ensemble de nos sites l'année dernière, en 2020, plus de 20 millions de visites, plus de 5 millions de visiteurs uniques quand on essaie de dédoublonner les visites entre les sites, 5 millions de visiteurs uniques, ce qui montre qu'il y a un intérêt collectif de la société qui est très important pour les travaux de rénovation énergétique. Parce que quand vous venez sur les sites du groupe EFI, c'est que vous posez des questions sur les chaudières, vous voulez engager des travaux. Donc 5 millions de personnes qui se sont renseignées, et 700 000 demandes d'informations. Des gens qui nous ont laissé leurs coordonnées de manière à ce qu'on puisse les rappeler pour les orienter dans leur parcours. Et on a senti, effectivement, au fil du temps, une prise de conscience et une compréhension qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. Les gens qui sont intentionnistes, ils ont entendu parler du RGE, donc ils nous en parlent spontanément au téléphone, donc maintenant c'est quelque chose qu'ils connaissent. Cela dit, il y a aussi des difficultés. Ils parlent du RGE, mais c'est vrai que le RGE c'est compliqué. Il n'y a pas un RGE, il y a des RGE, il y a des dates de validité, plein de choses dont on va sûrement parler. Et donc c'est quelque chose qu'ils connaissent comme signe de qualité, mais dont ils ne maîtrisent pas toutes les subtilités. Et du côté des professionnels, c'est vrai, on le voit aussi sur Bâti Actu par rapport au retour qu'on pouvait avoir. C'est vrai que ça a été un peu toujours compliqué, on ne sait pas, c'est de la paperasse, etc. etc. Et justement, ouais. je vais justement vous donner la parole, Monsieur Mogard. On a beaucoup parlé de la confiance aussi dans la qualification RGE. Elle a été décriée par certains ces dernières années pour sa complexité, je le disais, mais aussi détournée par d'autres. C'est pourquoi le dispositif a été retravaillé à partir de 2019 et jusqu'en juin 2020, dans le cadre d'une concertation réunissant tous les acteurs et tous les acteurs de la profession, et plusieurs évolutions ont été faites, notamment sur la nomenclature des travaux et le renforcement des contrôles. Vous allez le voir au fur et à mesure, nous allons vous faire défiler des slides justement pour vous montrer un peu tout cela. Et avec M. Mogard, justement, quel est l'objectif de cette réforme? Quelles sont ces dernières nouveautés qui ont été mises en place donc depuis cette année? Bon, écoutez, l'objectif de la réforme, c'est rendre encore plus performant, si je puis dire, la sélection, parce qu'il s'agit de sélection RGE des entreprises de bâtiments. Donc le dispositif, on peut l'appeler d'une réforme qui renforce, si je puis dire, la qualité de la qualification. Voilà, je vais être très clair. Alors première idée... On a précisé des catégories oui, les de travaux. domaines, là, il faudrait revenir sur les domaines précédents. La slide précédente. Oui. Vous voyez comme ça qu'on est bien en live. Hein. Voilà. Ah oui. Bon, donc la première idée, c'est que 12 domaines, certains domaines étaient trop vastes. Notamment, il y avait un seul domaine pour l'isolation. Alors qu'on va y rentrer dans le détail, on va voir qu'il y a quand même plusieurs types d'isolation. Et donc, on passe de 12 à 19, non pas pour compliquer les choses, je le dis tout de suite, mais pour que chaque domaine corresponde mieux à un métier
avec les règles de l'art de ce métier. Donc le passage de 12 à 19 domaines, c'est se rapprocher encore plus qu'avant des vrais métiers du bâtiment. Donc on identifie mieux les professionnels dont on a besoin et ça fiabilise aussi le dispositif en permettant d'avoir ces qualifications vraiment importantes. Voilà, là on donne deux exemples, deux slides qui arrivent. Enfin, le premier, c'est la division qu'il y a du côté de ce qu'on appelle le système, c'est le système actif. Voilà, système actif. Donc on fait la distinction entre les pompes à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau thermodynamique, c'est une pompe à chaleur spéciale pour l'eau chaude sanitaire. Et on fait aussi la distinction sur les chauffages au bois. J'emploie les mots simples, là c'est des mots savants, et les simples inserts. Voilà, les inserts. Alors c'est gigogne parce que quand on sait faire des pompes à chaleur, une entreprise elle sait faire a priori, elle sait faire de l'ECS, c'est l'eau chaude sanitaire. Et du coup, on parlait justement de l'isolation, on va le voir dans la slide suivante. Donc au départ, on avait un domaine assez vaste et là, on redécoupe. Voilà. Alors là, vous avez le découpage le plus important, l'ITI, c'est-à-dire l'isolation thermique par l'intérieur. Avec les rampants de toiture, c'est la même idée. Oui, quand on fait de l'extérieur, c'est pas la même chose. Ensuite, vous avez justement l'extérieur, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis, on a aussi fait quelque chose de spécial pour les planchers sur local non chauffé. C'est les planchers sous plafond, juste au-dessus des garages, etc., etc. Donc, c'est trois spécialités différentes. Voilà. Donc, on redéfinit un peu tous ces domaines de travaux. Également, on renforce les contrôles parce qu'on se dit que dans certaines catégories, il faut avoir un peu plus l'œil sur ce qui se passe, c'est ça? Très bien, c'est tout à fait ça. Donc, j'essaye de comprendre. Donc la réforme est plus claire qu'on veut bien le dire, puisque... moi j'ai un peu... non, mais bon, j'avoue, vous m'avez un petit peu expliqué. Donc bon, allez, on va renforcer. Expliquons-le à nos professionnels. Première idée, les domaines sont mieux définis qu'avant. Deuxième idée, on va augmenter, dans des proportions très importantes, des contrôles sur ce qu'on appelle les entreprises censées être, on va vérifier si c'est vrai, éco-délinquantes. J'emploie les mots qu'il faut employer. Ah oui, donc on va aller cibler des entreprises dont on pense qu'elles peuvent être... Dont on pense, c'est pas qu'on pense comme ça au hasard. C'est des entreprises, alors l'arrêté le dit, où il y a un faisceau d'informations qui remonte à l'organisme qualificateur, de plaintes ou de gens qui trouvent que les travaux n'ont pas été très bien faits, même s'ils ne déposent pas une plainte officiellement. Et puis, ça fait qu'il y a du monde, des informations qui corroborent ça. Alors là, désormais, l'organisme qualificateur a les moyens de multiplier les audits pour aller voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà, je parle très clairement. On a les moyens de débarquer, comme on dit, de faire le nombre d'audits qu'il convient pour s'assurer que c'est une entreprise qui est normalement RGE, qui le mérite ou qui ne mérite plus d'être RGE. Donc, c'est la première mesure, une chasse beaucoup plus forte qu'avant à des entreprises. Alors, elles étaient un nombre très restreint. Il ne s'agit pas de dire « Ah oui, mais écoutez, c'est même pas 1% des entreprises RGE, il faut quand même le comprendre, il ne faut pas résumer. Le reste des entreprises, c'est des gens sérieux qui travaillent bien. Alors, pour ce reste des entreprises qui travaillent bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait deux sortes de renforcement des contrôles. Première idée, il y a 6 domaines dans lesquels on les appelait les domaines critiques, là où il y avait un peu plus de malfaçon qu'ailleurs, où on va plus contrôler. Au lieu de faire un audit, on fera 2 audits systématiquement dans les 24 mois. Donc c'est très important ça de le dire. Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail, il y en a 4 dans la famille système, vous les avez d'ailleurs, il y en a 4 dans la famille système et 2 dans la famille isolation. Il y a une deuxième idée aussi sur les grilles de points de contrôle, elles sont un peu plus précises qu'avant, renforcées, d'ailleurs identiques pour tous les organismes de qualification, c'est les mêmes, quel que soit l'organisme de qualification. Et puis, il y a cette idée d'écart majeur et d'audit supplémentaire. L'audit, on fait l'audit, c'est un auditeur, comme je l'ai dit, qui est un spécialiste. Et quand il constate des écarts majeurs, évidemment, il les fait supprimer, ça c'est normal, parce qu'il n'y a pas de raison que le client subisse un écart majeur, mais surtout, il dit, il faut aller voir, on va faire d'autres audits. Donc, quand une entreprise a un audit qui n'est pas bon avec des écarts majeurs, elle va avoir d'autres contrôles.
d'autres Donc outils. l'idée, c'est vraiment de renforcer ces contrôles-là, mais aussi de permettre aux entreprises de s'autocontrôler, de faire encore plus attention. Oui, mais on va y aller sur le... On y reviendra. On y reviendra, on ne l'oubliera pas, c'est promis. Mais il y a une idée un peu plus subtile. Ça consiste à dire, et c'est un cas qui se produit dans environ 5% des cas, c'est des entreprises qui sont bien intentionnées, elles ne cherchent pas à mal faire les travaux, elles pensent qu'elles maîtrisent les règles de l'art. Et ce n'est pas tout à fait vrai, elles ne les maîtrisent pas tout à fait. Et donc, nos commissions départementales peuvent dire, je suspends, j'enlève pas le RGE, je le suspends, le RGE, à cette entreprise, jusqu'à ce qu'elle aille se faire former. C'est-à-dire que c'est l'élève, si je prends une comparaison d'éducation nationale, il n'est pas tout à fait, il n'a pas le bac, mais s'il a des trucs, un travail complémentaire, et s'il s'y met, ben, on lui redonnera le RGE. Ça, c'est une idée intéressante, c'est faire confiance aux entreprises, mais leur dire à celles qui en ont besoin que c'est une obligation de monter en compétence. Donc il faut bien voir que ce système de qualification, c'est une façon de travailler avec les entreprises sérieuses, c'est l'immense majorité, 98%, on sort les autres, et avec ces entreprises sérieuses, de faire monter en compétence ces entreprises. Je trouve que c'est très très important. Et alors il y a une autre idée importante, c'est que on va auditer, on va faire un audit aléatoire, voilà. Le but, c'est d'avoir un audit aléatoire au hasard sur tous les chantiers que fait l'entreprise. D'accord. Dans un premier temps, je le dis tout de suite, comme le système ne fonctionne pas tout à fait, on va demander qu'il nous donne 5 chantiers au lieu de 2. C'est ce qui est marqué sur le slide. Très bien. Mais écoutez, merci pour ce parcours de nouveautés. Un point important quand même, donc la mise en œuvre de ces nouveautés, c'est notamment au 1er janvier 2021. On a eu une question justement sur ce sujet du fait de la réforme. Si j'étais titulaire déjà d'un RGE dont la nomenclature ne change pas, vous nous confirmez qu'il n'a pas à le repasser. Oui, là, il n'y a rien. Mais en revanche, si la nomenclature change pour mon domaine de travaux, faut-il que je repasse mon RGE? Non. D'abord, le problème est traité, mais la question est pertinente. Le 31 décembre au soir, toutes les entreprises RGE ont reçu une affectation, si je puis dire, de leur nouvelle RGE. Celles pour qui ça n'avait pas changé, c'est la même chose. Pour d'autres, par exemple sur l'isolation, où on avait l'isolation, on avait tout, on est allé voir les références que nous avait données l'entreprise et on lui a attribué la partie d'isolation, le domaine d'isolation plus particulier qui correspond à ces références. S'il était plutôt ITI, isolation par l'intérieur, il est plutôt ITI. S'il était plutôt isolation par l'extérieur, il est plutôt... Mais cette entreprise à qui on a laissé qu'un domaine ou 2 domaines, lorsqu'il y avait suffisamment de références variées, elle peut nous dire, ah oui, mais moi je voudrais avoir d'autres domaines de l'isolation. Elle peut le faire. Il suffit de 2 choses, ou bien elle nous donne des références nouvelles dans ce domaine et on lui attribuera le RGE dans ce domaine, ou bien si elle ne les a pas, elle peut très bien nous dire, je veux une qualification probatoire, je me suis doté des moyens de faire ce type de travaux d'isolation, et j'ai recruté des gens qui savent le faire. Et donc, avec donc un elle dossier... a été probatoire de 2 ans. Et voilà, et après, ben, le probatoire devient définitif, hein, quand ça, a priori, si elle travaille bien. Si elle travaille bien, a priori... Voilà, donc pas d'affolement. Si vous n'avez pas de démarche spéciale à faire, vous avez une qualification RGE qui a été... Et vous pouvez l'étendre si vous jugez qu'on l'a trop restreinte. Monsieur Hutzmann, justement, quel regard portez-vous sur cette réforme? Est-ce que pour vous, ça suffit à rétablir cette confiance en RGE que certains pouvaient avoir perdue? Alors, pour nous, il n'y a pas de débat. Tout ce qui va dans le sens du renforcement, de la solidification du RGE et de la chasse aux éco-délinquants, ça va dans le bon sens et il faut y aller. Merci. Après, est-ce que ce sera suffisant? On sait que c'est un ensemble de choses qui permettent notamment de chasser les éco-délinquants et sur lesquels je pense que l'ensemble des professionnels de la filière ont envie qu'ils soient beaucoup moins nombreux. Après, nous, ce qu'on constate, il y a quelque chose sur lequel on intervient et qui est important, qui est l'explication des changements, typiquement de manière
à expliquer aux professionnels les changements qui vont arriver, ceux qui viennent de se mettre en place, et d'essayer de leur simplifier la vie, parce que on sait que c'est pas évident de oui, suivre parce qu'on tout est ça. dans le quotidien de notre chantier, on n'a pas envie de Oui, penser à ce il y a qu'on a plein de déjà choses. fait Il y a le RGE, mais il n'y a pas que le RGE. S'il y a que le RGE à suivre, mais il y a le RGE, il y a les aides, il y a plein de... Donc ça fait partie de notre rôle que d'accompagner nos partenaires dans toutes les évolutions qui peuvent concerner leur activité dans la rénovation énergétique. Il y a un point qui reste un point, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui est un point important selon nous, autour des dates d'application. Oui, des points de vigilance importants. C'est vrai que pour le professionnel, il est dans son chantier, il ne se rend pas forcément compte que finalement, sa qualification, hop, il y a des moments où il faut qu'elle soit active pour que les aides tombent, et c'est pas pareil pour chaque aide. Donc, et avec des débats qui ont été compliqués autour de... effectivement, tous les ans, il y a des documents à fournir, attestation d'assurance, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe si jamais je n'ai pas fourni mon attestation d'assurance? Du coup, en fait, ça peut créer des périodes de flottement qui ont été compliquées à gérer au niveau des aides. Donc, c'est pareil, ça fait partie de notre rôle que d'essayer de rendre ces difficultés les plus simples possibles. Justement, donc les points de vigilance, on vous les donnera également à la fin de ce webinaire. Je referai une liste complète, vous verrez tous ces points de vigilance, notamment sur les dates, etc. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est les contrôles. Parce oui. qu'effectivement, Alain mentionnait tout à l'heure beaucoup plus de contrôles renforcés. Alors je mets de côté les contrôles ciblés, effectivement, et l'action ciblée que vous pouvez avoir sur des faisceaux d'indices. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, un contrôle tous les 2 ans... ça peut être pas beaucoup, en fait, c'est perçu comme pas beaucoup. Et là, je pense qu'on a un rôle collectif, et nous, en tout cas, on l'a depuis 2013, qui est un rôle d'accompagner ou de compléter ces contrôles qui sont faits par les organismes de qualification, de manière aléatoire, mais finalement en nombre relativement limité. Mais ça se comprend parce qu'en même temps, c'est le coût de la qualification, parce que s'il fallait faire 10 contrôles, la qualification serait beaucoup plus chère. Et ça poserait des problèmes à des entreprises de taille limitée qui ne peuvent pas se payer, entre guillemets, ces qualifications en grand nombre. Et donc nous, typiquement EFI, on fait, financé par EFI, un certain nombre de contrôles complémentaires, aléatoires, jusqu'à 10% des chantiers, avec des bureaux de contrôle qui interviennent, avec des référentiels qu'on espère pouvoir aligner bientôt sur ceux des organismes. La réponse est oui. La réponse est oui. Mais justement, Monsieur Mogard, sur ces référentiels, ces audits, puisque je sens qu'il y a quand même un sujet là-dessus, comment ça se passe? Est-ce qu'un professionnel, il peut avoir la grille des éléments qui vont lui être demandés lors de son contrôle? Absolument. Le professionnel est prévenu, l'entreprise est prévenue des points qui seront vérifiés par l'auditeur. C'est-à-dire que la grille d'audit est désormais, désormais c'était le cas avant, mais je le confirme, le professionnel est bien au courant. La nouveauté, c'est que ces grilles d'audit sont, lorsqu'il y a plusieurs organismes qualificateurs qui font le même job, ça sera le même évidemment, quel que soit l'organisme qualificateur. Et les pouvoirs publics approuvent ces grilles d'audit. Donc désormais, c'est après approbation des pouvoirs publics. Et donc, comme c'est public, pouvoir public, c'est public. Donc, Philippe Hutzmann et EFI auront cette grille d'audit. Qui pourra et nos partenaires les auront très rapidement aussi, du coup. Comment? Et nos partenaires les auront aussi très rapidement. Oui, absolument. Tout le monde les aura. Alors, la piste, c'est de dire, bon, à partir du moment où l'entreprise sait qu'elle va être auditée sur ça, ça et ça, grosso modo, si elle est maligne, et elle l'est, il n'y a pas de raison, elle fait de l'autocontrôle, puisqu'elle sait qu'on va la contrôler là-dessus. Et donc, comme elle va faire de l'autocontrôle, c'est un système qualité qui se met en place, si je puis dire, au sein de l'entreprise. Donc, c'est un point très important. Alors, la petite faiblesse éventuelle repérée par Philippe Hutzmann, c'est est-ce qu'il y a assez de contrôle pour des entreprises qui font beaucoup de travaux, quoi, hein, c'est de dire finalement... Alors, je rappelle que le dispositif au départ, c'était qu'on emmerde tout le monde, toutes les entreprises, parce qu'il y avait des entreprises délinquantes. Donc on a quand même fait quelque chose de plus intelligent. D'abord la chasse aux entreprises délinquantes, après il n'y a pas de raison d'embêter, tout le monde. Mais il y a dans le dispositif, ça me permet de le compléter, il y a dans la réforme une chose qui n'est pas encore en place et qui va se mettre en place au cours de cette année, qui est l'idée de rendre plus important le moment de la réception de travaux. La réception de travaux, tout le monde sait que lorsqu'on est dans la maîtrise d'ouvrage professionnelle, les promoteurs, les collectivités locales ou l'État, quand il fait les travaux, les
promoteurs sociaux, à la réception de travaux, ils font refaire les travaux si c'est mal fait, etc. Comme on dit chez moi, ils sont taqués, quoi. Parce que c'est des professionnels. C'est un métier d'être maître d'ouvrage. Nous, les particuliers, qu'est-ce que nous? On est des maîtres d'ouvrage amateurs, on est des amateurs, on n'a pas les mêmes informations, on ne sait pas être un bon maître d'ouvrage. Donc, on a décidé d'aider cette maîtrise d'ouvrage amateur, c'est-à-dire moi, vous, en tant que particulier, au moment de la réception de travaux, qu'est-ce qu'il peut voir? Il ne peut pas voir la même chose qu'un auditeur spécialisé dont c'est le métier. Les règles de l'art, il peut pas, on ne lui demande pas de les connaître, le particulier. Mais il y a des choses qu'ils peuvent voir, c'est-à-dire des imperfections, des choses mal faites, ça peut se voir. Là, de vivre les yeux, voilà, je fais la mimique. Et c'est ça qui sera connu de tout le monde aussi. C'est-à-dire un document qui va être donné au particulier. Un document qui va être donné au particulier, qui va être donné au particulier. Il pourra se le procurer, mais je pense que ça serait très très bien qu'on le donne, par exemple avec la prime rénov, par exemple avec les C2E, le particulier, il aura sa réception de travaux. Donc ça, vous me confirmez, c'est pour bientôt? Oui. Ben, écoutez, il fallait qu'on se mette d'accord sur cette liste visible par le particulier. Et ça y est, les travaux sont sont pas terminés pour tous les domaines, mais pour une bonne partie des domaines, ils le sont. Donc il y aura un jour où on va dire maintenant, ça devient très important. Et c'est une réponse à la critique, entre guillemets, sur ceux qui font beaucoup de travaux. Ben, on aura quand même les remontées des réceptions de travaux. Parce que quand je parlais d'informations qui nous remontent, voilà, il faut le dire de façon très claire, on aura beaucoup plus d'informations sur la qualité de réception des travaux. Et si on constate qu'une entreprise, il y a pas mal de gens à la réception de travaux qui trouvent que ça s'est mal fait, c'était pas bien fait et tout, c'est un signe que tout ne va pas pour le mieux dans les travaux de l'entreprise. Merci, mais du coup, alors, je l'ai compris, les autocontrôles, etc. Et là, en décembre dernier, sort un décret avec une nouvelle qualification qui s'appelle qualification chantier par chantier, et du coup, qui permet à des artisans non RGE, je précise, de faire profiter de leurs clients d'aide publique. Pour être très clair, à quoi sert cette qualification? Est-ce que finalement c'est une RGE au rabais? Non, alors, il n'y a pas de RGE, il n'y a pas un signe RGE au rabais, il n'y a qu'un signe RGE. Mais il y a plusieurs méthodes pour arriver à la qualification RGE. Première méthode, comme le permis de conduire, vous présentez au permis de conduire, et puis voilà, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, donc vous passez le test. Ça, c'est la méthode classique pour toutes les entreprises jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Après, en faisant la chasse à ceux qui ne devraient pas être dans le bâtiment, j'ai parlé des délinquants, co-délinquants, on s'est aperçu qu'il y a des entreprises classiques, on va dire les traditionnelles du bâtiment, qui, dans la zone rurale où il y a peu de travaux, peu de demandes, trouvaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de demandes de RGE et donc se disaient c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas assez de clients, etc. Or, ce potentiel, ce gisement d'entreprises artisanales, parce que c'est souvent des très petites entreprises, surtout dans les départements ruraux, on a trouvé dommage qu'on ne puisse pas mettre en valeur, parce que certaines ont cette qualité, sont au niveau d'une qualification RGE, et on trouvait dommage qu'elles ne puissent pas le faire valoir. Donc l'idée est la suivante. Elles ne vont pas devenir qualifiées comme ça. C'est qualifié, c'est pour que le client puisse bénéficier prime rénov de l'ANA ou les C2E. Voilà, c'est le client qui a bénéficié. L'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va nous déclarer qu'elle fait chantier avec monsieur et madame une telle. Voilà. Donc, on va vérifier qu'elle est bien assurée pour les travaux qu'elle fait. On va vérifier qu'elle est bien à l'URSSAF, qu'elle est bien à la caisse de congés payés du bâtiment, qu'elle est correcte. Bon. Elle devra avoir 2 ans d'âge. Donc, ce n'est pas pour une nouvelle entreprise. Une nouvelle entreprise qui se monte, elle va directement à la RGE probatoire. Probatoire, voilà. Qu'on le comprenne. C'est pour les entreprises déjà installées. Bon. Alors, mais ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va vérifier chantier par un audit spécifique sur chaque chantier. Par chantier encore également. Voilà, que les travaux sont bien faits. C'est une conduite accompagnée du RGE. Voilà, si on continue la comparaison avec la conduite, et elle est en conduite accompagnée. D'ailleurs, moi j'avais proposé d'appeler ça travaux accompagnés. Bon, mais ça n'a pas été retenu. J'ai un chantier, mais c'est que pour ce chantier-là, que pour ce client-là. Oui.
que ce client-là qui pourra toucher Voilà. les aides. Et il y a un maximum, pour pas éviter que ça soit un truc systématique, 3 chantiers sur 2 ans. Mais dites donc, 3 chantiers, ça me dit quelque chose, ça? Si on a 3 références de chantier, on n'a pas la possibilité du coup de passer à l'étage supérieur? Oui, mais vous avez très bien appris d'ailleurs. Et je pense que vous devriez présenter un dossier RGE parce qu'effectivement, avec 3 références, ça peut faire un dossier RGE. Donc on comprend bien que l'entreprise qui a fait 3 chantiers, contrôlés chacun avec des bons résultats, elle a son dossier RGE et tout à fait prêt. Alors, c'est très important. Pourquoi j'ai dit au début, ce n'est pas la même chose que RGE. La grosse différence, c'est la suivante. Tout particulier qui veut faire des travaux, pour savoir à quelle entreprise s'adresse à un site central, qui est le site du ministère, d'ailleurs il est très bien ce site, je le signale. Si vous voulez avoir une entreprise dans un rayon de 10 km, un rayon de 20 km, vous tapez 10 ou 20 km et vous avez toute la liste, domaine par domaine, des entreprises RGE, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, d'ailleurs ils sont en train d'afficher, enfin c'est l'ADEME qui le fait, on l'a vu, il y avait des petits soucis, on l'a vu sur Bâti Actu sur des kilométrages, mais du coup voilà, ils sont en train justement encore d'affiner. Donc seules les entreprises RGE sont visibles. L'entreprise qui est dans le système chantier par chantier, elle n'est pas visible. Elle ne rentre pas dans Elle ne rentre pas dans ce site-là. Donc qu'on arrête de dire que c'est une concurrence déloyale au RGE. Tout le monde l'aura compris, c'est une façon d'obtenir le RGE par un travail accompagné sur 3 chantiers maximum en 2 ans. Voilà. Mais du coup, ça a un coût aussi. C'est plus cher, c'est plus cher. Alors est-ce que c'est c'est plus cher parce que je passe un audit pour chaque chantier, c'est ça? Oui, parce que l'audit, alors oui, il sera plus cher qu'un audit classique. Alors je vais dire pourquoi. Parce que, en tout cas, nous, c'est ce que nous allons faire à Calibat. Dès la désignation chantier, le démarrage du chantier, on désignera à l'entreprise l'auditeur qui va venir auditer, ou l'auditrice qui va venir auditer. Et donc, dès le début, il y aura des liens entre l'entreprise et l'auditeur. Ce qui veut dire que l'auditeur sera bien, d'une certaine façon, en situation de conseiller qui accompagne l'entreprise. Et donc, ça a un coût supérieur parce qu'il passe plus de temps avec l'entreprise. Ça veut dire que le particulier est protégé parce qu'il y a quelqu'un qui vérifie. Et on voit bien que c'est une façon de faire monter les entreprises artisanales classiques qui méritaient d'être RGE. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire récupérer les bons élèves, un peu comme la Troisième République est allée récupérer les bons élèves au fin fond du monde rural. Et bien là c'est pareil, on va découvrir qu'il y a des entreprises qui travaillent très bien au fin fond du monde rural et qui méritent d'aller au collège ou d'avoir... ça vous rassure du coup, monsieur Hutzmann, de voir... Ah ben oui, moi je serais Philippe Hutzmann, alors là moi j'aurais confiance dans ces entreprises. On a eu un peu peur au début, on avait échangé, parce qu'on avait peur que ça crée en fait une espèce de voie royale pour les mauvais élèves, et pour passer outre, donc voilà, on a été... Un mauvais élève, il sait qu'il a 3 chantiers maximum sur 2 ans, qu'on ne me dise pas que c'est l'affaire du siècle. C'est pour ça qu'on a été rassurés par les modalités de mise en œuvre, parce que c'était la manière dont la demande a été mise en œuvre, ça nous paraît effectivement présenter beaucoup de garanties. C'est bordé, c'est bordé, il y a des garanties. Aux besoins et en même temps ne pas en créer de nouveaux problèmes. Et on comprend, les aides aujourd'hui en France sont conditionnées au RGE. On a mis du temps à faire comprendre l'existence de ce RGE aux particuliers, donc du coup que ça a une valeur. Donc on avait peur de venir fragiliser tout ça. C'est pas le cas, c'est très bien. Et on comprend parfaitement que, vu le montant, le niveau de ces aides qui sont aujourd'hui accessibles par les particuliers, il était aussi important de fournir à des entreprises qui n'avaient pas cette qualification RGE une manière de pouvoir faire bénéficier des aides à des particuliers. Et du coup, parmi d'autres propositions qui peuvent aussi améliorer ce dispositif et contribuer à massifier les chantiers de qualité, vous en portez notamment une chez EFI, qui est celle de labellisation du tiers de confiance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, ça c'est une de nos croisades où on espère effectivement commune, mais il y a Alain Mogard l'a expliqué, la qualification RGE concerne les entreprises. Très bien, mais il y a beaucoup d'intermédiaires et de gens qui, dans le monde du bâtiment,
joue un rôle de mise en relation. Mise en relation, à minima. Donc là, après, c'est un terme qui recouvre une diversité de métiers très grande, entre juste la vente de contacts non qualifiés et un accompagnement beaucoup plus... Du début de la chaîne jusqu'au bout de la chaîne, ce que vous faites notre positionnement, mais il y a un ensemble, quelque part, de mises en œuvre qui sont très différentes. Et il y a des gens qui font plus ou moins attention à bien faire leur travail. Voilà. Et donc de la même manière qu'avoir un signe de qualité pour différencier les entreprises, il nous semblait intéressant de pouvoir avoir un signe de qualité pour ces intermédiaires, quelque part, qui ont pour vocation de faciliter la vie à la fois des particuliers et des professionnels. C'est quelque chose qui est en... Je regarde Alain. Monsieur, est-ce que c'est une piste que vous pourriez envisager, cette labellisation? Écoutez, c'est très clair. Moi, je suis un défenseur de cette idée-là. Je pense que du côté des obligés, des intermédiaires et tout, il faut mettre de l'ordre. Non, mais attendez, c'est ma liberté de ton. Tout le monde ne travaille pas avec la même qualité. Ceux qui travaillent avec plus de qualité que d'autres et qui font bien leur boulot, il faut qu'on le sache. Voilà. Donc c'est aussi un message pour les professionnels à bien choisir le partenaire avec qui ils sont. Absolument. Et ça serait très facile à faire. Moi, je le vois très très bien. EFI, s'il se soumet, nous dépose son système qualité, dit quelle est sa charte de fonctionnement interne, elle est analysée, elle ne correspond pas à des grands critères qui font on considère que c'est au bon niveau de qualité, et après, EFI se soumet à un contrôle par un certificateur comme quoi il applique sa charte, parce qu'il ne faut pas s'autodéclarer. Donc ça, c'est quelque chose que le ministère pourrait porter, enfin que le gouvernement pourrait accepter. Les qualificateurs. Le ministère pourrait proposer que parmi les métiers d'intermédiation sur les C2E, il faut que tous ceux qui font ce métier-là soient sous qualification. Donc vous allez leur en parler. Certification. Moi, oui, il n'y a aucun problème. Ça, et si vous me permettez, c'est une démarche dans laquelle on est rentré très tôt, puisqu'on a une ISO 9001 sur notre système de management de la qualité. ISO 9001, on le rappelle, c'est donc justement une certification. Un système de qualité. Un système de management de la qualité qui est en place. Oui, mais ça sera un ISO. Ça serait un système qualité très métier. Très métier. Voilà, le métier. C'est pas le truc général, ISO 9001. C'est très métier. Et on a, alors je ne sais pas si la slide a été diffusée aux auditeurs, mais de manière à illustrer ces critères de sélection. Oui, c'est ce qu'on la voit là justement à l'écran. Mais à illustrer ces critères de sélection, on s'appuie sur 3 critères principaux pour sélectionner les entreprises qui sont des partenaires EFI. Le premier, c'est évidemment le RGE de l'entreprise. Et si jamais l'entreprise n'a pas le RGE, ce qui est possible, à ce moment-là, elle doit nous déclarer les sous-traitants qu'elle utilise de manière à ce qu'on puisse vérifier que c'est son nom. Donc c'est le must. Ça embarque la vérification des assurances, des déclarations, URSSAF, etc., qui sont vérifiées par l'organisme de qualification. Donc ça, c'est un socle nécessaire, mais pas suffisant à notre goût. Nous, on va en plus s'intéresser à la solidité financière des entreprises. Donc on a des sociétés spécialisées qui font ce qu'on appelle un scoring, qui regarde également l'ancienneté de la société. Et il y a un troisième élément qui est très important pour nous, qui est la réputation. Réputation qu'on constate. Les clients peuvent noter en fait le professionnel. Oui, il y a 2 choses dans la réputation. Il y a la réputation sur Internet. Vous tapez avis et le nom de l'entreprise. En fait, Internet vous sort un certain nombre d'avis qui sont pour nous des indices. Quand on trouve sur Internet voleur, on sait que c'est quelqu'un dont il faut faire attention. Mais en même temps, on n'est pas sûr parce que. Mais en même temps, c'est le problème d'Internet, c'est qu'on n'est jamais sûr. Ouais. Et donc nous, on met en place en plus une entre guillemets notation, une surveillance qui est faite par les particuliers une fois que les travaux sont réalisés, qui viennent noter l'entreprise, sa prestation, et ce qui nous permet de suivre les entreprises et également, et c'est très important, de rassurer les futurs clients. C'est quelque chose qui vient un peu remplacer le bouche à oreille par des avis qui sont certifiés, qui sont vérifiés, sur lesquels on est sûr de l'existence du chantier parce qu'on connaît le particulier, on connaît le professionnel, on a eu un ensemble de documents sur les travaux, donc on sait qu'ils existent, c'est des avis qui sont vérifiés. Et à ce moment-là, quelque part, le verbatim, les déclarations des particuliers sont très importantes pour rassurer
les clients suivants. Alors on arrive bientôt au terme de notre webinaire. Avant de conclure, je voudrais rappeler donc ces points de vigilance. Hein. Vous êtes avec moi pour le faire pour les professionnels. Donc à l'écran, vous devriez voir maintenant ces points de vigilance apparaître. Il y en a sur deux slides. Donc le premier, identifier toujours la nouvelle nomenclature des catégories de travaux. Alors ça c'est fait. Voilà, on va le répéter 2 fois. C'est fait, vous l'avez. On a laissé tomber aucune entreprise RGE. Si par contre vous trouvez qu'on vous a donné un domaine trop restreint, eh ben, je vous ai dit, vous avez le droit d'élargir. Avec un dossier, d'élargir votre domaine. Voilà. Donc, choisis la bonne qualification, bien évidemment, pour les bons travaux. On pense bien à faire son renouvellement et effectivement, effectuer les autocontrôles. On l'a dit tout à l'heure. Donc, l'autocontrôle grâce à la grille d'audit qu'on aura et l'autocontrôle de ce que vont attendre les particuliers grâce à la fiche qui va la remettre. Également, donc on le voit sur la slide suivante, attention, les justifications RGE ne sont pas demandées au même moment en fonction des aides que le particulier va demander. Donc l'éco-PTZ, on va vérifier le RGE à la date de signature du formulaire correspondant au devis. Pour ce qui est de MPR, c'est MaPrimeRénov', vous l'aurez reconnu, on va vérifier à la date d'émission du devis et de la facture. Et enfin, pour ce qui est des primes, des C2E, pardon, donc des coups de pouce, hein, c'est ça, Monsieur Huttman, vous me confirmez, c'est bien la date de signature du devis. Donc voici pour ces points de vigilance, peut-être un dernier petit mot, où on va passer peut-être aussi aux questions et on conclura juste après. Donc les questions que vous avez pu nous poser, donc je vous rappelle en amont, on a répondu beaucoup, on en a sélectionné encore quelques-unes, je crois. Me souvenir que la première, ça on va la voir. C'est la troisième réponse en disant l'affaire est donc on est bien d'accord que le renouvellement est automatique. Non mais c'est très bien parce que tout le monde disait ça sera la révolution, là le passage à l'an 2000 ça va être merdique, c'est terminé. Donc il n'y a pas eu de bug, normalement tout le monde pourra avoir cette qualification. Une deuxième question. Ah oui, la distinction des RGE sur les autocollants officiels. On l'a tous vu, si vous êtes particulier derrière un camion, il y a un autocollant RGE, mais du coup, comment ça va se faire? On va écrire RGE isolation, chauffage. Un professionnel le saura, mais le particulier, comment il va faire? Alors, le fautif, si je puis dire, c'est Calibat, parce que Califélec, c'est l'électricité, Qualité-NR, il y a un truc pour chacun, Calipac, etc. Donc, bon, c'est Calibat. Calibat RGE. Ah, écoutez, oui, la question, je vais voir. Ce serait bien. Alors, attendez, oui, non, mais je vais voir, mais parce que... Vous aviez pas... On peut... Oui. Le particulier... Oui, mais quand même, c'est ça que je veux dire. Le particulier, il n'est pas induit en erreur. Il ne regarde pas forcément derrière le camion. Le particulier, oui, c'est ça. Il ne regarde pas l'arrière des camionnettes. Il n'y a pas que ça. Bon. Donc, il va sur le site du ministère qui est mis à jour toutes les nuits. Donc, quand on a enlevé le RGE à une entreprise, eh ben, c'est le lendemain matin, c'est à jour. Non, mais c'est très important. Mettre à jour. Une entreprise qui vous dit j'ai été RGE ou je vais l'être de nouveau, etc. Je suis particulier, je regarde, je tape tout de suite pour voir si elle est dans la liste. Alors, un point important d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, les particuliers sont de plus en plus informés. C'est qu'avant de choisir leur professionnel, ils font justement attention à ça, à vérifier aussi les signes de qualité, à aller voir si c'est pas sur une rénovation énergétique. Sur Calibat, ils peuvent aller voir ceux qui sont certifiés ou pas. Pareil, oui, et bien sûr. S'ils cherchent vous le confirmez aussi, qu'ils sont quand même, ils font attention quand ils vont sur vos sites, ils savent que. Oui, mais en fait, ils ont entendu parler du RGE, mais c'est compliqué pour un particulier de comprendre ce que ça veut dire les domaines de travaux. On rentre dans un jargon incompréhensible pour le particulier. Moi, je me rappelle au début de gens qui disaient, mais en fait, bien sûr que je suis qualifié, je suis Caligaz. Oui. Bon, et il y a plus de domaine. Je vous engage à faire des autocollants alors. En plus. Oui, non, mais ce qu'on pourrait faire sur le site, c'est avoir un truc qui parle. Là, on pourrait dire les travaux de la maison, je fais des travaux sur le toit et tout. Là, on pourrait. Non, mais on peut faire de l'ergonomie, on peut faire des progrès. Allez, on peut faire des progrès. Donc, tout est toujours parce perfectible. Non, oui, mais parce que. Perfect. Oui, d'accord. Hein, on va rester là-dessus. Nobody is perfect, oui, c'est ça. Et enfin, pour terminer peut-être cette dernière question, alors oui, quelle est la prochaine évolution du RGE? Parce que c'est vrai, on a entendu, j'ai vu dans les questions des professionnels, alors vous êtes sympa, vous changez tous les matins, c'est compliqué, c'est de la paperasse. Alors c'est la dernière ou il y en aura d'autres? Bon, d'abord je vais faire sourire tout le monde. On s'est un peu inventé cette question. Non, mais parce qu'elle est sans doute réelle. Elle est sans doute réelle. Non, mais il faut le lire, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, parce que c'est se dire, est-ce que ça a bougé sans arrêt? Alors,
Moi, je vais vous faire une réponse. C'est moi qui ai posé la question parce que j'arrête pas de le dire. Vous allez arrêter parce que même pour les journalistes, c'est compliqué. Une réponse de Normand, mais volontaire. Volontaire. Écoutez, là, il y a eu une réforme. Je pense que le RGE va être plus solide qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais, mais enfin, on s'améliore. C'est un domaine complexe, le bâtiment. On va avoir des techniques nouvelles qui arrivent, on va avoir des niveaux de performance. Maintenant, il va falloir passer le plus souvent au niveau APC, dans le DPE, etc. Moi, je pense qu'il se peut qu'on ait aussi des évolutions des règles de l'art et tout. Et à ce moment-là, c'est même vous, tout le monde, qui nous dirait, mais mettez à jour votre... Ce ne sera peut-être pas le process qui sera mis à jour, mais ce qu'on demande comme oui, oui, je pense que dans l'audit, le monde du bâtiment, dans la formation, le monde du bâtiment doit comprendre qu'il est un monde beaucoup plus moderne qu'il le pense. C'est pas un vieux monde, c'est dynamique, ça bouge, les performances. Il y a la fameuse réglementation environnementale 2020, enfin, il sera 2022 qui va arriver sur la construction neuve. Je peux vous dire que ça va, hein. Enfin, je fais ce geste-là, c'est très ambitieux, ça va être ambitieux. Les performances vont être super. Le bâtiment est un secteur où on améliore les performances. Hein. Bon, on n'est pas des ploucs dans le bâtiment. Donc les entreprises, il faut qu'elles se mettent dans la tête qu'elles sont dans un secteur dynamique. Et c'est pas normal que peut-être qu'on exigera qu'elles aillent se former lorsqu'il y aura des modifications techniques importantes. Et la dernière chose que je voudrais dire, que la prochaine évolution du RGE, moi je vais vous dire ma vision. Moi là, je pense que j'ai aussi une certaine sagesse. La rénovation énergétique du bâtiment, on n'en a pas pour 2 ans, 5 ans, on en a jusqu'en 2050 et même ça ne sera pas terminé en 2050. C'est l'affaire de tout ce siècle qui arrive. C'est le changement climatique, c'est très très important. Donc, merci parce que je pense que il faut faire vite. Finissez votre phrase quand même. Finissez votre phrase. Donc ça, c'est pour longtemps. C'est pour longtemps. Alors, je ne vois pas, et vous le comprenez pourquoi, les pouvoirs publics disent plus on aura de performances à atteindre en rénovation énergétique et moins on contrôlerait la qualité des travaux. On continuera à être sûr que les travaux sont de qualité. Et comme on l'a dit au début, pour que les travaux soient de qualité, il faut que les entreprises soient de qualité. Et il faut un critère objectif qui est la qualification. Donc, ceux qui se demandent est-ce que je me mets RGE, est-ce que je me mets pas RGE, j'ai envie de vous dire, c'est vite vu. Hein. Mais si vous pensez que vous êtes au niveau de qualification RGE, il faut que vous le soyez. C'est votre marché futur. Puisque de toute façon, le particulier, on disait tout à l'heure, va le demander parce qu'il va vouloir avoir les aides mais bien sûr, en plus, au bout d'un moment, même s'il n'y a pas toujours des aides, même après, quand ça sera... Si on dit ça comme ça, voilà, l'activité, elle va être là. Même quand il y a peut-être des passages travaux obligatoires, moi, je serais quand même le particulier, je ferais faire par des entreprises qui font... Pour être financé, oui. Merci beaucoup peut-être pour ce dernier conseil aux professionnels. Monsieur Hutzmann, peut-être pour conclure également. Moi je suis convaincu de l'énormité de ce marché qui va nous amener sur des dizaines d'années de manière à rénover toutes les maisons de France, les combles, les murs, le sol, les chaudières. Il y a un chantier qui est colossal dans lequel on est tous engagés pour longtemps. Et on a cette ambition commune, quelque part, de développer nos entreprises sur ce marché. On a des ennemis communs aussi, dont on a parlé, avec des gens qui malheureusement font beaucoup de mal au marché et qui sont très peu nombreux, mais qui malheureusement discréditent souvent des professionnels de qualité. Et nous, notre conviction, c'est que tout ça, évidemment, effectivement, avance, les techniques avancent, les attentes avancent, les aides changent. On a un rôle fondamental auprès des particuliers, on en a parlé évidemment parce que c'est très compliqué pour eux, mais on a aussi un rôle fondamental aux côtés des professionnels, des bons professionnels, ceux qui sont référencés, qui passent nos critères de qualification, de manière à simplifier quelque part cette rénovation énergétique pour tout le monde, les particuliers comme les professionnels. Merci beaucoup, merci Monsieur Hutzmann, merci Monsieur Mogard, merci à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième rendez-vous de l'information sur la rénovation énergétique, le FI Pro News en live avec Bâti Actu. Encore merci à nos intervenants. Ce webinaire sera disponible en replay très prochainement. Vous serez mis au courant et également vous recevrez de la documentation sur les nomenclatures de travaux. Vous recevrez également les foires aux questions avec l'ensemble des réponses sur toutes les questions que vous êtes posées, soit en amont de ce webinaire et également celles que vous avez posées pendant ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, toute question aura sa réponse. Merci encore à tous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.